écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Peut-être que ma mort ouvrira les yeux à certains étudiants, à certaines familles. Ne fuyez personne, n'isolez personne et ne vous moquez de personne. Rapprochez-vous des gens, des personnes qui s'isolent, et essayez de les comprendre sans les juger. Telle est l'économie de la triste lettre du défunt Matar Diagne, du nom de cet étudiant décédé il y a quelques jours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils sont nombreux de leurs vivants à vouloir être écoutés, soutenus et compris. Malheureusement, notre réaction arrive un peu trop tard. Ils sont partis à jamais, laissant derrière eux de nombreuses interrogations auxquelles obligation nous est faite de trouver des solutions. L'une d'entre elles, l'empathie est une valeur, selon Abdoulaye Wade, du nom de mon invité, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Abdoulaye Wade est journaliste et blogueur. Abdoulaye, bienvenue à Téléécole. Merci beaucoup, Omar. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Abdoulaye, aujourd'hui, nous parlons d'un thème crucial, l'empathie. Bien souvent dans la vie, la dépression, l'isolement, des mots qui peuvent faire mal, qui regorgent plusieurs émotions, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que l'empathie et en quoi elle est essentielle pour prévenir le mal-être social? Oui, merci déjà, Omar, pour l'invitation. Merci également aux téléspectateurs qui suivent Téléécole. Donc, c'est toujours un plaisir de discuter de thématiques tant qu'on sait que ça peut aider à faire bouger la réflexion. Et aujourd'hui, quand on parle de ce sujet-là, qui colle à l'actualité, mais qui également, je le pense bien, mériterait d'être très souvent traité dans nos sociétés, je pense que c'est encore un plaisir de plus. Et quand vous posez la question de savoir ce qu'est l'empathie, je pense qu'il serait ce serait osé de ma part de dire de définir avec le verbe être ce qu'est l'empathie, mais je peux juste partager ce que j'en sais à travers les lectures et puis ce qui se dit si on écoute les professionnels, notamment ceux qui sont spécialistes de la question. Mais si l'empathie est définie comme étant le fait, en tout cas, de partager, d'essayer de comprendre les émotions des autres, je pense que moi, je partagerai cette compréhension-là, c'est-à-dire cette tentative de comprendre ce que traversent les autres et puis d'essayer de se mettre à leur place pour pouvoir leur apporter un soutien, en tout cas, le soutien dont ils ont besoin. Et en quoi est-ce que c'est une valeur? Moi, je pense que c'est une valeur, je dis ça et je le répète toujours, mais c'est une valeur surtout pour nous autres qui sommes sénégalais, qui sommes africains, parce que nous sommes en tout cas, l'architecture même de notre peuple indique que nous sommes naturellement empathiques. Si, par exemple, on retient de Cheikh Anta Diop que quand il parle de l'Afrique en parlant de peuple, tout en tirant la différence entre peuple et population, qui n'est qu'une, disons, une constitution d'individus qui sont regroupés comme ça, lui, il fait carrément la différence entre peuple et population. Et la notion même de peuple indique cette nécessité-là de communiquer, de communier, de discuter, de partager les peines, de partager les douleurs, ce qui fait qu'après, on peut sortir avec des solutions pour les problèmes, en tout cas, que nous traversons. Donc, je pense que c'est une valeur et elle est fondamentale, elle est essentielle, elle est vitale, tout comme l'oxygène que nous respirons, tout comme l'éducation qui nous permet de bien vivre. Je pense que l'empathie aussi est vitale pour nous permettre en tout cas de mener une vie épanouie auprès des personnes que nous aimons. Et il me semble, d'après vous dire, que l'empathie, en tout cas, est intrinsèquement liée à nos valeurs. Vous avez cité déjà la conception qu'en est Cheikh Anta Diop. Et là, il semble de plus en plus que c'est une valeur qui de plus en plus se perd. Sinon, les gens s'isolent de plus en plus. Quand vous demandez à 2-3 personnes, vous disent que moi, je préfère me confier peut-être à mon cahier, à mon bloc-notes plutôt qu'à se confier à quelqu'un d'autre, surtout chez les jeunes. Alors, Abdoulaye, est-ce que notre société actuelle peut-être valorise-t-elle l'empathie?
C'est une question très intéressante. Quand vous dites est-ce que notre société valorise l'empathie, c'est-à-dire la société actuelle, je pense que il y a vraiment beaucoup d'écart quand on compare ce qui nous a été enseigné, ce qui nous est enseigné sur les générations passées par rapport à ce que nous vivons. Je pense qu'il y a beaucoup d'écart. Et sur ce point également, je pense que cette société actuelle, en tout cas à bien des égards, ne valorise pas trop l'empathie. Et pour exemple, il y a beaucoup de choses qu'on minimise dans nos interactions de tous les jours, mais qui pourtant sont des signes que nous sommes de plus en plus en train de nous éloigner à toutes ces valeurs-là, comme l'empathie, la solidarité, etc. Et preuve pour preuve, quand c'est une tendance maintenant, quand on passe, quand je te vois, Omar, je te salue, et puis je te revois 5 minutes après, je te dis, Omar, yaa ngi toog. Même ça, tu peux me dire, bon, non, tooguma dama tëdd. Voilà, parce que tu penses que la parole que je viens de donner, c'est inutile, c'est une parole vaine qui n'avait pas lieu d'exister, alors que c'est une manière de voir comment tu te portes, même si ça fait juste un moment que je suis sorti. C'est une recommandation religieuse d'abord, mais aussi nos justes et coutumes l'ont magnifié et l'ont vivifié. Et c'est un exemple que j'ai donné, mais il y a énormément d'autres exemples que je pourrais citer pour montrer que notre société tend de plus en plus à s'éloigner, par exemple, de l'empathie. Effectivement. Et je pense que c'est une situation bien regrettable quand on sait que, par exemple, on n'ose plus se confier aux gens juste parce qu'on craint, n'est-ce pas, qu'ils divulguent ces confessions-là qu'on a eu à faire. On n'ose plus parler aux gens juste parce qu'on craint qu'ils divulguent ça, surtout sur les réseaux sociaux. Et il arrive souvent que l'on lise des anneaux, une personne qui dit qu'il confesse quelque chose en anneau, bon, en utilisant l'anonymat. Mais souvent, c'est des personnes ont témoigné pour dire que c'est des gens qui reçoivent des confessions et ensuite qui partent dire ça dans l'espace public sous forme d'anneau. Même ça, c'est des choses qui découragent, en tout cas qui n'encouragent pas la confession chez les gens. Donc, je pense qu'effectivement, notre société actuelle a vraiment beaucoup d'efforts à faire pour faire revivre, en tout cas, l'empathie et puis partager ces valeurs-là qu'on a vraiment toujours héritées de nos ancêtres. C'est dire peut-être que la personne qui se confie à nous n'attend pas de nous qu'on dévoile ses secrets. Un secret reste secret. Peut-être que cette personne, ce qu'elle veut, en fin de compte, c'est tout simplement parler pour se libérer, pour être en paix. Mais c'est évident. Vous savez, Omar, il y a, quand l'on se confie à quelqu'un, il y a 2 attitudes à avoir. On peut faire une écoute attentive, comme on peut faire une écoute passive. Quand on fait une écoute passive, une personne qui vient nous parler de ses maux, nous parler de ses problèmes, et que l'on l'écoute juste parce que on pense qu'il veut se libérer, on le laisse se libérer et puis il part. Je pense que c'est pas forcément la bonne attitude. Parce que cette attitude, on peut la comparer avec l'attitude de l'éponge, en fait, une éponge. On sait que ça fait partie des propriétés physiques d'une éponge, qu'elle est absorbante. Mais une éponge, une fois qu'elle est, en tout cas, une fois qu'elle reçoit beaucoup de liquide, elle n'en peut plus, elle commence à rejeter cette liquide-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait quand on doit vraiment être un pilier sur lequel la personne qui se confie à nous peut avoir confiance? Il nous faut être, je pense, comme par exemple, disons, une argile poreuse. On sait que l'argile, quand l'eau en tout cas circule, ce qu'elle fait, elle laisse passer, elle filtre, mais elle conserve également ce qu'il y a d'important. C'est-à-dire que quand une personne se confie à nous, on a obligation de l'écouter, mais on a obligation de chercher des solutions en même temps et puis d'être vraiment attentif à ce que cette personne est en train de nous dire. Et ça, moi, je pense que on ne devrait pas limiter ça. Dire que voilà telle catégorie de personnes, par exemple les professionnels, qui devraient être outillés pour pouvoir le faire. Je pense que non. Je pense que tout le monde devrait être éduqué pour avoir ces valeurs-là en soi. C'est-à-dire, peu importe la situation, qu'on soit en mesure d'écouter. Je pense que l'écoute, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer. Pour nous autres qui avons eu la chance de grandir à côté de grand-mères et de grands-pères, on comprend la valeur de l'écoute. Parce que quand tu leur parles, ils t'écoutent. Ces grands-pères-là, ces patriarches, ils t'écoutent d'une manière qui te fait croire que toi, tu as raison. Même si ils peuvent penser intérieurement que tu n'as pas raison. Et c'est maintenant, après t'avoir écouté, qu'ils
maintenant te propose des solutions. Voilà ce qu'il faut faire, voilà l'attitude qu'il faudrait avoir. Et je pense qu'il faudrait qu'on essaie de développer de plus en plus ces compétences-là chez toutes les personnes, chez tous les individus, pour que, en tout cas, nos interactions vraiment puissent être bénéfiques pour tout le monde. Bénéfique et j'allais dire aussi bienveillant. Parce que peut-être pour vivre dans l'empathie, pour donner de l'empathie, il va falloir peut-être vivre dans un environnement bienveillant. Et justement, Abdoulaye, vous êtes jeune, je suis jeune. Nous avons passé, ou nous sommes tous, ou nous sommes toujours dans ce cadre-là de la vie estudiantine. Comment peut-être aujourd'hui développer ou valoriser chez les jeunes et les étudiants cette envie-là de donner de l'empathie? Alors ça, je dirais en premier lieu, il y a des choses que nous tendons à importer, en tout cas qui ne font pas partie de nos valeurs, mais que nous faisons. Je pense qu'il faudrait commencer par ça. Je pense qu'il faut que les jeunes lisent Cheikh Anta, qu'ils lisent en tout cas les études sociologiques qui ont été faites sur nos pays africains. Et en disant ça, je pense par exemple au body shaming, le dénigrement du corps, l'aspect physique d'une personne qui souvent attire l'attention. Nous vivons dans une génération où il y a, disons, c'est comme si on vivait, en tout cas, c'est devenu normal. Voilà, on est dans une culte du paraître en fait. La première chose qu'on remarque, c'est d'abord comment est formée l'oreille, le nez, les yeux, la bouche de la personne, et on attaque les gens sur des bases, n'est-ce pas, qui peut-être ne nous apportent rien, mais qui, à coup sûr, vont avoir des conséquences, n'est-ce pas, très très néfastes sur leur confiance en eux, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a nécessité de constituer en tout cas, sociologie, j'allais dire de faire une lecture sociologique pour savoir qui nous sommes en réalité, ce qui ne nous appartient pas et ce qui nous appartient, bien faire la part des choses. Ensuite, je pense qu'il y a nécessité à ce que nos valeurs culturelles et morales, qu'on les valorise davantage. Et là, je pense d'abord, quand on est jeune, quand on est à l'université ou que l'on soit à l'école, on a besoin, même si on est à l'école, même si on est à l'université, de vivre de façon authentique en tenant en compte nos réalités. C'est-à-dire que nous sommes africains, nous sommes sénégalais. Il y a des choses qu'on doit faire, des choses qui n'est pas bon quand on l'analyse au prisme, en tout cas, de nos croyances. On doit s'en écarter. Revenir peut-être à nos valeurs. Voilà. Il faut absolument revenir à nos valeurs et puis constituer vraiment les noyaux durs qui protègent ces valeurs-là par rapport à l'usure. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on perde ces éléments-là qui font notre identité. Nous sommes connus pour être des gens, pour être en tout cas des peuples très, très, très solidaires, très attentifs. La preuve, quand il y a un événement chez moi, les invités sont accueillis chez vous à côté pendant 2 jours, 3 jours, ça ne fait rien, ça ne gêne personne. C'est énormément de choses qui montrent que il y a déjà les bases qui sont là. Il faudrait juste que nous, cette génération, qu'on apprenne, n'est-ce pas, à cultiver cela et puis ça nous permettrait d'éviter bien des situations regrettables. Se vouloir vivre ensemble là, c'est important d'aller revoir la façon dont les ancêtres, nos papas, nos mamans le vivaient, pour en tout cas essayer de vivre dans un monde, dans un environnement bienveillant. Récemment, Abdoulaye, vous avez écrit et partagé un texte que vous avez intitulé « L'empathie est une valeur ». Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Alors, vous avez justement ouvert votre émission en prenant un extrait de cette lettre très douloureuse que nous a laissé le défunt Matar Diagne, que Dieu ait pitié de son âme. Et c'est ce contexte-là, justement, qui avait conduit à l'écriture de cette lettre. J'étais à la rédaction et puis j'ai entendu quelqu'un en parler, je prends mon téléphone et je vois la lettre. Et je pense que comme toute personne normale, ça m'a arraché quelques larmes. Mais quand je suis resté quelques heures après, j'ai lu les commentaires, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui semblaient, entre guillemets, normaliser l'acte du suicide, qui semblaient, entre guillemets, légitimer le fait que quand les problèmes nous assaillent, quand les turpitudes, en tout cas, sont difficiles à supporter, on peut se donner la mort. Et j'avais écrit pour dire non,
il faudrait pas que sous le coup de l'émotion, qu'on valide un acte qui, on le sait, n'est-ce pas, ou en tout cas je le pense, n'est pas normal du tout. J'ai eu à écouter, ça ne fait pas trop longtemps, un article publié, c'est un élément radio par la maison des reporters, et la première personne qu'on a interviewée et qui s'est suicidée, elle a dit qu'elle ne regrette nullement d'avoir tenté de se suicider. Et en l'écoutant, en l'entendant dire ça, on comprend peut-être, n'est-ce pas, comment c'était difficile pour elle jusqu'à ce qu'elle ne trouve aucune autre solution que de se donner la mort. Et quand, par exemple, on pense à ce qui se fait dans d'autres contrées, quand on sait que dans des sociétés occidentales, par exemple, il y a beaucoup plus de cas de suicide que chez nous, et que récemment, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui se suicident, mais qui aussi laissent des missives, qui laissent des lettres. Je crois qu'il y a juste quelques mois, une année en tout cas à peine, il y avait une autre personne qui l'avait fait, qui avait laissé une lettre. Et maintenant, moi, j'avais alerté pour dire qu'on ne devrait pas encourager cet acte. On ne doit pas légitimer. Et en tant que jeune, surtout en tant que jeune, on doit comprendre que vivre n'est pas facile. Les épreuves ne sont pas extrinsèques à la vie, elles sont intrinsèques. On ne peut pas vivre sans passer par des difficultés, mais ces difficultés, aussi nombreuses soient-elles, aussi, en tout cas, difficiles soient-elles, elles ne doivent pas nous pousser, n'est-ce pas, à nous donner la mort. Parce que de toutes les façons, la mort, elle viendra, mais le temps qu'on doit passer sur la vie, on ne doit pas précipiter cette mort, tout simplement parce qu'on en a plus de supporter les difficultés. La vie, elle est trop précieuse. C'est ça. Et elle doit être belle à vivre. Rendons-la belle alors. Peut-être parler un tout petit peu des causes de la dépression et de l'isolement de certains jeunes. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune à s'isoler carrément de la vie? Oumar, quand on lit par exemple le suicide de Émile Durkheim, il disait c'était en son temps que les sociétés où il y a beaucoup plus d'individualisme, c'est des sociétés qui en tout cas sont plus sujettes en tout cas au suicide. Et dans la fameuse lettre que vous avez évoquée tout à l'heure, je posais justement la question, je disais, est-ce que nous avons maintenant une société individualiste? Je pense que oui. Notre société tend de plus en plus à être individualiste. C'est-à-dire, quand on se lève le matin, même les personnes avec qui nous sommes à la maison, elles sont les dernières à recevoir les demandes de nouvelles de notre part. On a d'abord le téléphone, on consulte ce qu'il y a. Et je pense que c'est des choses qu'on minimise, mais qui sont extrêmement importantes. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on lutte contre l'isolement en essayant de faire vivre l'instant présent aux côtés des personnes que nous chérissons. Je ne trouve pas normal que l'on accorde plus d'importance au téléphone et à ce qui se fait à l'extérieur, alors que, par exemple, à côté, il y a des gens qui souffrent. Nos parents, quand ils entendaient qu'il y a un voisin qui est malade, chaque matin avant d'aller travailler, ils passaient d'abord le voir, le saluer et puis s'enquérir de cette situation. Il faudrait vraiment qu'on sorte de cet empressement-là, de cette machine du monde actuel, du monde moderne, qui tend à nous amener à être des hommes malheureux juste parce que on croit important des choses qui peut-être ne sont pas trop importantes. Donc, il faudrait vraiment qu'on lutte contre l'isolement. Et c'est justement ne pas lutter contre l'isolement qui peut conduire des gens à être oubliés. Et cet oubli qui se fait sentir les amène souvent dans des situations où ils ne trouvent plus d'issue. Et c'est ce qui peut conduire au suicide et à d'autres phénomènes que l'on regrette. Mais je pense aussi qu'il faudrait qu'on travaille notre modèle d'intégration sociale. C'est-à-dire que là, on voit de plus en plus des parents laisser leurs enfants juste parce que le téléphone ou la tablette leur permet d'avoir de l'entertainment, comme le disent les Anglais, du divertissement, mais ils les laissent. Ce que ça fait, c'est que c'est des enfants qui grandissent, mais en étant intégrés, en étant peu intégrés par rapport à la société. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne de plus en plus, non pas seulement aux enfants, mais aussi aux grandes personnes, que le processus d'intégration d'une personne ne se fait pas du jour au lendemain. C'est parfois beaucoup d'années qu'on passe pour permettre à la personne de savoir que quand on est dans un bus et qu'il y a une personne âgée qui entre, je dois me lever pour lui céder la place. C'est pas parce que lui, il n'est pas allé jusqu'à l'arrêt de bus pour prendre le bus que moi, je ne dois pas me lever pour lui donner ma place.
C'est pas parce que je suis jeune et que maintenant tous les jeunes sont malades, nous sommes tous malades, que je ne dois pas me lever. C'est des valeurs qu'on a, mais qu'on crée juste parce que le processus d'intégration est abouti. Si c'est pas abouti, c'était un exemple, mais d'autres exemples pourraient suivre pour montrer que un processus d'intégration non abouti peut conduire à des actes qu'on peut regretter. Je veux ajouter aussi pour les causes, Allez-y. le fait que on savait chez nous, chacun avait par exemple une tante, badiane ou un oncle, quelqu'un en tout cas avec qui tu peux partager certaines choses et puis qui te donne des conseils. Maintenant, ces choses ont tendance à disparaître. Et il faudrait également lutter contre ça. Je pense qu'il faudrait... Et la manière de ramener ça, c'est que nous, on avait quelque chose qui reste au niveau de la chambre, quelque chose qui peut aller jusqu'à la cour, quelque chose qui peut aller à l'espace public, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de ramener ces dimensions-là pour que les gens puissent savoir que parfois je peux trouver une solution quand j'expose le problème au public. Parfois je peux trouver une solution quand j'en parle à la maison. Parfois je peux trouver une solution quand je me confie. Car comme disait Mariam Abba, la confidence noie la douleur. Effectivement, et je comprends de ce que vous dites que notre processus, en tout cas d'intégration, doit être revu. Et c'est pas pour rien que les philosophes parlent de sociabilisation, peut-être. Exactement. Et c'est un processus qui est très important. C'est comme on dit, le jungle. Donc, des bases, si on t'apprend pas peut-être à vivre en société, à communier, à respecter les plus grands, c'est pas arrivé grand que cela va se faire. C'est sûr. Abdoulaye, dans toutes les religions révélées, Dieu nous parle. Dans le Coran, peut-être, il y a un verset dans lequel il dit « Inna Allaha ma'as sabirin » Dieu est avec les endurants. Dans un autre verset, il nous dit qu'il ne vous arrivera absolument rien qui n'ait été prescrit et voulu par Allah. Et on peut voir de plusieurs versets, des milliers et des milliers de versets à travers lesquels Dieu nous parle. On dit que nous sommes des personnes, des créateurs, mais que nous devons peut-être croire en nous et qu'il y a peut-être, un pouvoir absolu qui est là, qui est le garant de notre vie. Ce que je veux dire par là, la religion peut-être est une solution, un garant à ces actes-là de dépression, d'isolement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr, déjà, le premier niveau, c'est que ça nous permet d'être dans une communauté. En fait, quand on est, quand on se dit musulman, quand on se dit chrétien, quand on se dit juif, c'est qu'on est dans une communauté. Donc, c'est déjà une première garantie que d'appartenir à une religion. Je pense que je ne poserai pas le débat avec Jean-Paul Sartre, qui est un existentialiste. Je ne poserai pas ce débat. Je passe sur ça. Mais je pense qu'il y a nécessité de faire renaître en chacun, surtout pour nous, je parle de notre contexte, n'est-ce pas, cette croyance qu'on avait sur nos religions et qui nous ont valu énormément de satisfaction quand on regarde la trajectoire que nos sociétés ont eu à parcourir. Et vous avez rappelé, en posant cette question, de très magnifiques versets au niveau desquels Dieu attire notre attention. Il attire notre attention. D'ailleurs, il a posé énormément de questions de ce genre dans le livre glorieux, le Coran, où il nous invite à réfléchir sur le fait que nous sommes des créatures et que cette vie, nous ne sommes pas là pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire, il me plaît toujours de rappeler ce sage qui un jour est allé jusqu'à la plage avec ses enfants et puis très tôt le matin, il leur demande de construire des châteaux, de construire énormément de choses et ils se sont mis à construire. Et puis le soir, il y a un bateau qui entre au niveau du port et une vague tumultueuse vient et casse tout ce qui a été construit. Et les enfants se sont sentis un peu frustrés et leur père d'attirer leur attention sur le fait que voilà la vie. Nous ne construisons que sur du sable et le temps se charge, n'est-ce pas, de détruire tout ce qu'on a construit. Donc la religion, elle nous permet d'avoir cette conception-là de la vie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour demeurer éternellement. Et nous autres musulmans, le prophète nous dira que la vie d'ici-bas est une prison pour nous et c'est le paradis pour ceux qui ne croient pas. Donc, on sait que quand on est en prison, il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas se permettre. La religion nous permet
de savoir que on peut se battre, on peut travailler pour avoir le confort dont on a besoin pour adorer le Seigneur, pour vivre une vie épanouie, mais on n'a absolument rien à faire du luxe. Et c'est là qu'il me semble important d'attirer l'attention. Il faut arrêter cette vitesse avec laquelle on court pour les biens de ce monde, juste parce qu'on va avoir un luxe. On n'a pas besoin de luxe pour vivre, on a besoin d'un minimum de confort. Et ce confort, le travail qu'on fait peut nous le garantir. Il faudrait que l'on comprenne ces enseignements religieux qui consistent à nous montrer que on peut bel et bien avoir les moyens de nos subsistances, subvenir à nos besoins et ceux de nos familles, mais sans pour autant verser dans un capitalisme, dans une précipitation désordonnée, démesurée, de vouloir avoir accès à des richesses qui, à tout point de vue, ne nous serviront rien dans peu de temps, parce que quand on dort, on oublie, et puis quand on meurt, on perd, comme disait Serigne Saliou. Donc je pense qu'il y a énormément de leçons qu'on pourrait tirer de la religion et qui, à coup sûr, nous permettraient également de nous faire de très bonnes idées, parce que vivre à l'aune de la religion nous permet d'avoir une vie apaisée. C'est-à-dire que oui, il y a les épreuves qui viennent, mais à chaque fois, on a le temps de se poser et puis de voir la part du destin, mais de voir également comment nous, on peut agir pour, n'est-ce pas, améliorer la situation. Donc, je pense que oui, il est carrément essentiel que chacun retourne, n'est-ce pas, dans les enseignements religieux pour puiser, ne serait-ce que des choses, n'est-ce pas, pour mieux affronter la vie. C'est très intéressant. Alors, peut-être revenir, il arrive, malgré ce que vous dites, il arrive que des personnes perdent le fil, perdent le contrôle de leur vie, de leur passion et malheureusement se suicident. Est-ce que, à votre connaissance, en tant que journaliste, quelqu'un qui s'intéresse peut-être à la vie en général, est-ce qu'il existe, à votre connaissance, des mécanismes mis en place, soit par l'État ou par une quelconque organisation, pour lutter contre le suicide? Alors, je dirais déjà, pour répondre à cette question, que vous savez, Omar, vous êtes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La faculté de psychologie a été réouverte il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était en 2020 ou 2021. Et depuis les années 60, ça a été fermé. C'était, je pense, en même temps que la faculté de philosophie et de sociologie. Entre-temps, les deux autres là les deux dernières que j'ai citées ont été réouvertes. Et la faculté de psychologie ne l'a pas été. Et qu'est-ce que cela a amené? C'est qu'il y a eu beaucoup de psychologues chez nous, mais qui ne sont pas sénégalais. Et donc qui ne comprennent pas forcément les réalités que nous vivons. Et le peu de psychologues qu'on avait également qui sont sénégalais, pour la plupart ne sont pas formés au Sénégal. Et donc ne parviennent pas à s'imprégner des réalités locales. Je pense que c'est le premier point qu'il faut souligner à ce point. C'est qu'il y a la faculté de psychologie au niveau de l'UCAD. Elle devrait être beaucoup plus soutenue, mais également diversifier l'offre, parce que là, on parle de psychologie familiale, psychologie professionnelle, etc. Il faudrait que l'on soit en mesure de permettre aux citoyens d'avoir recours à ces services-là, mais tout en, n'est-ce pas, n'ayant en tout cas des solutions à leurs problèmes. Je pense que c'est une bonne chose. Vous avez parlé de mécanismes qui sont sur place. Je pense que la faculté de psychologie qui est rouverte est une chose. Il faudrait l'améliorer et puis étendre l'offre. Ensuite, je pense qu'on a chez nous des directions de la protection sociale, etc. Il ne faudrait pas limiter le rôle de ces directions-là, en tout cas les confiner à ces missions-là qu'elles sont en train de, n'est-ce pas, voilà. Il faudrait, je pense, étendre leur mission de sorte que ces cas, par exemple, d'isolement, ces cas de pression sociale puissent être pris en compte. Parce que, Omar, ici, on ne connaît pas le burn-out. Ici, on ne connaît pas la dépression. On ne connaît pas la fatigue mentale. On dit souvent quand il arrive à quelqu'un que c'est la maladie, c'est une maladie qui vient d'ailleurs. C'est ça. Alors que c'est des réalités. C'est des réalités. Une personne est faite de chair et d'os. Donc, nous ne sommes pas faits de matières différentes. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on on est divers, oui, on est différents. J'allais dire par rapport à la constitution de nos corps. C'est vrai que
Ce que Omar peut supporter, je peux ne pas pouvoir le supporter. Mais dans l'ensemble, nous sommes tous humains et on partage énormément de choses. Comme disait l'autre, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étrange. Donc, je pense que il faudrait qu'on comprenne ça, qu'on comprenne que il y a une nécessité d'élargir les offres de ces directions-là de protection sociale pour prendre en compte les difficultés qui peuvent conduire à des situations très regrettables de la part de nos concitoyens. Et je pense également qu'il y a des clubs ados-jeunes qui existent, des clubs en tout cas qui se font dans certaines localités et qui sont soutenus. Je pense que c'est des espaces qu'il faudrait peut-être valoriser, mais surtout permettre aux gens de trouver refuge dans diverses activités. Vous savez, pour nous autres qui sommes à Dakar, souvent avec notre manière d'habiter qui est exiguë, ça ne permet pas forcément aux gens de décompresser. Et il y a besoin, par exemple, d'avoir des espaces où les gens pourraient se retrouver avec eux-mêmes pour réfléchir, pour méditer. Et tout ça, c'est des programmes qu'il faudrait mettre en œuvre et puis qu'il faudrait accompagner. Parce que il ne faut pas oublier que il me plaît de dire qu'il y a 4 choses qu'il faudrait faire vivre chez l'homme pour assurer un équilibre. Il y a le cœur, il y a l'esprit, mais il y a l'âme, il y a également le corps. Quand l'on se réveille et que l'on prenne soin de nos corps, et que l'on prenne soin de notre esprit en apprenant, en cherchant à savoir, et que l'on prenne soin de nos cœurs en aimant, en partageant de l'affection, et que l'on prenne de notre âme en nous adonnant aux activités spirituelles, il y a nécessité que ces 4-là, n'est-ce pas, soient réunis pour qu'une personne soit équilibrée. Mais pour cela, il faudrait que les infrastructures également puissent permettre à ces 4-là de pouvoir fonctionner. Je pense donc qu'il y a énormément d'efforts à faire pour vraiment permettre à ce que des solutions soient trouvées. Mais pour les mesures, je pense qu'il y a des choses très timides qui se font, mais elles sont insuffisantes, tout simplement parce que chez nous, par exemple, le suicide, la dépression, comme je le disais, c'était pas des réalités. Sauf qu'il faut qu'on se mette à l'évidence, c'est maintenant sous nos cieux. Ils ne sont pas identifiés comme étant des problématiques prioritaires. C'est ça. D'accord, c'est très intéressant. Abdoulaye, j'ai envie de vous poser peut-être comme dernière ou avant-dernière question. Quel est votre secret? Lorsqu'on vous voit, on vous identifie à vos dents, c'est la première des choses que l'on voit. Vous souriez. Dans une pièce que vous êtes, vous mettez de l'ambiance. Tout le monde se sent bien, en paix. Et je me dis que si tout le monde pouvait faire et répéter ceci, le monde allait être mieux. Finalement, quel est le secret? Merci déjà pour cette remarque. Je pense que c'est carrément élogieux. Mais si tel est le cas, bon, je pense que comme je le dis, personnellement, moi, je cultive ça. Je fais tous les efforts nécessaires pour que les 4 dimensions-là de ma personnalité puissent vivre normalement. Et je parle de mon cœur qui doit aimer. Le cœur n'est pas seulement là pour jouer des rôles respiratoires et des rôles dans la diffusion sanguine en pompant. Non, je pense que le cœur a un rôle. Le cœur doit aimer. Et l'amour premier qui fait vivre le cœur, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, qui aurait pu peut-être nous créer et faire de nous un téléphone portable. On nous utilise, ensuite on est usé, on nous jette. Qui aurait dû faire de nous un stylo, on écrit avec, c'est fini, n'est-ce pas, un cafard, quelque chose d'autre, mais qui a choisi de faire de nous des humains. Je pense que cet amour, quand on le cultive et qu'à travers cet amour, ou en prenant appui sur cet amour, on cultive en tout cas l'amour pour les autres, l'amour pour tout le monde, et on voit chez les autres le fait que c'est Dieu qui les a créés. Je pense que le cœur vit et ça nous permet d'être en équilibre. Ensuite, il y a l'esprit. Il faudrait vraiment que chacun sache que on a besoin de savoir, comme on a besoin de manger pour notre corps. Donc l'esprit se nourrit de savoir. On apprend, on lit, on écoute les autres sans nous enfermer. On écoute tout le monde, on lit tout le monde et on essaie de nous approprier, n'est-ce pas, des choses qui sont utiles. Moi, je suis mouride foncièrement, je crois foncièrement à l'islam comme religion. Je suis également apprenti soufi, mais tout ça ne m'empêche pas d'écouter tout le monde. Quand j'écoute, quand je lis tout le monde, j'écoute tout le monde. Et partout, j'essaie de savoir parce que je le fais pour savoir. Ensuite, quand je quitte l'esprit, il y a le corps qui doit être bien entretenu. À ce niveau, peut-être, j'ai des failles personnelles que je traîne.
Il faudrait qu'on mange correctement, qu'on se nourrisse correctement, qu'on prenne soin également de notre apparence. C'est très important. Et puis, rien que pour notre communication interpersonnelle, ça peut permettre aux autres de nous respecter. Et puis, c'est toujours bien de prendre soin de son corps. Et pour finir, il y a l'âme qui doit se nourrir de spiritualité. On a besoin, je le crois, d'intégrer des communautés, des cercles, qu'on soit soufi ou non, où l'on récite des panégyrites, où l'on chante les louanges du prophète, où l'on se souvient de lui, mais où l'on apprend le Coran, où l'on fait des dhikrs, où l'on fait des commentaires sur le Coran en se basant sur le tadabbur, où on fait énormément de choses en tout cas qui puissent permettre de faire vivre ça. Et je pense que si j'ai quelque chose à partager me concernant, c'est juste ça. Il arrive que je traverse des difficultés, c'est vrai, mais je pense que l'équilibre qu'il faut, c'est vraiment que ces quatre-là vivent pour que quand tu sors, même si tu as des difficultés, seules les personnes peut-être très, très, très aiguisées avec le regard pourront en tout cas faire la remarque. Mais bon, je pense que c'est très osé quand même de le dire comme ça, mais je pense que si j'ai un secret, ça doit être justement ça. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir des problèmes. C'est normal de vouloir quelque chose et de ne pas l'avoir. C'est normal dans la vie. La normale, c'est que ces choses-là ne puissent pas avoir lieu. La normale, c'est de se réveiller tous les jours et d'avoir tout ce que l'on veut. Et ça, ce ne serait pas une vie. Encore une fois, Inna Allah ma'as sabirin. Si vous êtes musulman, foncièrement croyant, Dieu est avec les endurants. Si vous êtes chrétien, dans la Bible, vous y trouverez énormément d'écrits allant dans ce sens. La vie, elle est amour. La vie, elle est partage. Alors que l'homme n'était qu'une goutte de spermatozoïde, Dieu, maître du Verbe et gardien du temple, a voulu qu'il soit. C'est alors qu'il usa de la puissance du Verbe. Sois, dit-il, et l'homme fut. Celui-ci naquit, hommes et femmes s'accouplèrent et s'aimèrent en milieu de là est né l'amour et le partage. Aimons-nous et partageons. Abdoulaye, aimons-nous et partageons. C'est ça le secret de la vie. C'est ça. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Télé-École dans l'émission Droit et Société. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, à l'endroit des autorités? Alors, un mot peut-être, puisque le contexte l'exige, c'est vraiment de cultiver l'optimisme chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire, la vie n'est pas facile. Elle n'est facile pour personne. Je pense que peu importe les difficultés que l'on traverse, il faut trouver des solutions vivantes. Il faut trouver des solutions quand on est vivant. Il ne faudrait absolument pas s'isoler, il ne faudrait absolument pas sortir, n'est-ce pas, de certains cadres. Il faut rester très solide dans nos bottes et puis faire comme faisait Ramatoulaye. Vous savez, dans une si longue lettre, quand Mariam Abba écrivait, vers la fin de la lettre, ou disons à la fin de la lettre, Mariam va fait dire à Ramatoulaye, après avoir raconté toutes ses peines, toutes ses difficultés, toutes les illusions qu'elle a eues dans sa vie, elle lui dit, le mot bonheur recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas? J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Et je pense que chacun d'entre nous doit se mettre à la poursuite de ce bonheur-là. On peut l'avoir ici-bas et dans l'au-delà. Merci beaucoup, Omar. Allons à la recherche du bonheur. Chers téléspectateurs de Télé-École et de Droit et Société, merci de rester fidèles avec nous. Merci de choisir toujours Télé-École, la première télé 100% éducation, la première en Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission de Droit et Société. D'ici là, prenez bien soin de vous. Restez optimistes. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.